Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Maintenant que nous connaissons les caractéristiques de l'air qui va être inspiré, nous allons passer en revue dans ce chapitre les différents événements qui se déroulent pendant le cycle respiratoire. Nous sommes toujours à l'étape de la ventilation pulmonaire. C'est ce cycle respiratoire qui va permettre la ventilation pulmonaire. Nous parlerons de quelques généralités avant de passer en revue les mouvements respiratoires, comment le débit aérien est produit, et nous verrons comment on peut mesurer et estimer les volumes et capacités pulmonaires. Donc vous savez tous, le phénomène de la respiration est un phénomène cyclique qui est fait d'une inspiration suivie d'une expiration, et cette inspiration suivie d'une expiration constitue le cycle respiratoire. La fréquence respiratoire, qui est un paramètre que vous serez amené à mesurer de multiples fois au cours de vos études, représente le nombre de cycles respiratoires par minute. Il est de 15 à 20 chez l'adulte éveillé au repos. Vous voyez qu'il peut doubler facilement chez l'adulte pendant un exercice. Et que le niveau respiratoire d'un nouveau-né au repos est quasiment celui d'un adulte pendant un exercice, avec 40 à 60 cycles respiratoires par minute. La durée totale du cycle respiratoire, donc on a vu qu'il était de l'ordre de 4-5 secondes, s'appelle T-tot. C'est la durée totale du cycle respiratoire. Donc la fréquence respiratoire est égale à l'inverse de T-tot multiplié par 60. Ça c'est facile. La durée de l'inspiration s'appelle TI, la durée de l'expiration s'appelle TE, et il est important de savoir qu'au repos, l'expiration dure à peu près 2 fois plus de temps que l'inspiration. Donc le rapport TI sur TE est égal à 0,5. Le rapport TI sur T-tot, dont on parle assez fréquemment en physiologie respiratoire, est égal à 1/3. Donc au repos, le sujet passe 2 fois plus de temps à l'expiration que à l'inspiration. Passons maintenant en revue ce qui se passe sur le plan des mouvements respiratoires au cours d'un cycle. En respiration calme, si vous observez quelqu'un autour de vous, vous pourrez voir que les mouvements sont périodiques, ils sont réguliers, avec, pendant l'inspiration, une augmentation de tous les diamètres de la cage thoracique, avec un déplacement antérieur de la paroi abdominale. Et puis l'expiration est le simple retour à la position de base. Lorsque l'on quitte le repos et quand on est en situation d'hyperventilation, eh bien on aura tout simplement une amplification de ces mouvements d'inspiration et d'expiration qui, en fonction des situations, pourront être très réguliers ou au contraire irréguliers. Donc, vous avez vu les différents constituants de la cage thoracique qui sont représentés de nouveau ici. Et cette cage thoracique peut être assimilée à un cylindre dont on décrit 3 diamètres, le diamètre vertical, le diamètre latéral et le diamètre antéro-postérieur. Et donc, au cours de l'inspiration, ce sont ces 3 diamètres qui vont augmenter. Bien entendu, l'augmentation du diamètre antéro-postérieur et du diamètre latéral peuvent être observées en examinant le sujet qui respire. L'augmentation du diamètre vertical ne se voit pas. Vous reverrez les différents muscles qui permettent à ces diamètres de la cage thoracique d'augmenter. Les muscles inspiratoires sont listés à gauche. Ce sont pour les muscles inspiratoires principaux le diaphragme, mais aussi les intercostaux externes, et puis des muscles accessoires que sont le sternocléidomastoïdien, les scalènes. Nous verrons que l'expiration de repos est passive, mais lorsque l'on a besoin d'une hyperventilation et d'une expiration forcée, certains muscles expiratoires sont mis en jeu. Ce sont essentiellement les intercostaux externes et les muscles abdominaux. Alors, au cours de l'inspiration, on a schématisé ici le thorax et l'abdomen. Au cours de l'inspiration, on a d'abord une descente du diaphragme, c'est cette augmentation du diamètre vertical qu'on ne peut pas observer chez le sujet juste à l'inspection du thorax et de l'abdomen.
Et la combinaison de la contraction du diaphragme et des intercostaux externes va augmenter le diamètre de la cage thoracique aussi dans son diamètre antéro-postérieur et latéral. Et puis la poussée du diaphragme sur l'abdomen va faire que les viscères qui sont incompressibles vont déplacer la paroi abdominale vers l'extérieur. La pression à l'intérieur de l'abdomen va augmenter sous l'effet de la poussée du diaphragme et la paroi abdominale va se déplacer vers l'avant, de manière à ce qu'on obtienne une augmentation du volume de la cage thoracique et une augmentation du volume abdominal. L'amplitude de ces mouvements est variable pour s'adapter aux besoins de l'organisme. Lors d'une ventilation de repos, il s'agit là juste d'ordre de grandeur, pas de chiffre à retenir par cœur. La circonférence au niveau de la xiphoïde va augmenter d'environ 1 cm. Le centre du diaphragme va s'abaisser d'environ 1 à 2 cm et ceci est suffisant pour augmenter le volume de la cage thoracique d'environ 500 ml. Quand on est dans une situation d'hyperventilation, bien entendu, le diaphragme va s'abaisser encore plus et en ventilation maximale, un ordre de grandeur de l'excursion du diaphragme est de l'ordre de 10 cm. Donc vous voyez qu'on peut facilement augmenter le volume qui va être mobilisé en fonction de la contraction des différents muscles et en particulier de la contraction du diaphragme. Vous avez ici un exemple de radiographie pulmonaire. À gauche, en expiration forcée, vous voyez les deux coupoles diaphragmatiques, et à droite, en inspiration forcée, et on a mis en pointillé blanc la délimitation du poumon au cours de l'expiration forcée. Eh bien, vous voyez que le diaphragme s'est abaissé, c'est ce qui permet l'augmentation du diamètre vertical. Et sur cette radio de poumon, vous voyez aussi l'augmentation du diamètre horizontal. Comme il s'agit d'une radiographie de face, vous ne pouvez pas voir l'augmentation du diamètre antéro-postérieur qui serait visible sur une radiographie de profil. Donc là, vous voyez bien l'abaissement maximal du diaphragme qui est de l'ordre de 10 cm, mais là encore, c'est juste un ordre de grandeur. Alors, ces mouvements respiratoires, on les caractérise par leur direction, leur fréquence, leur amplitude, leur rythme. En situation de repos, chez un sujet normal, la direction va se faire de manière synchrone pour le thorax et l'abdomen, avec pendant l'inspiration une augmentation des diamètres antéro-postérieurs et latéraux de la cage thoracique et un déplacement antérieur de la paroi abdominale qui va se faire de manière synchrone. Dans certaines situations, on a des mouvements paradoxaux, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, alors que le thorax devrait avoir une expansion, il va s'invaginer, et dans d'autres situations, alors que la paroi abdominale à l'inspiration devrait avoir un mouvement antérieur, elle va avoir tendance aussi à s'invaginer. Donc ça, il s'agit de situations anormales qui traduisent un problème au niveau soit des muscles respiratoires, soit des différentes pressions qui sont générées dans le thorax et l'abdomen. La fréquence des mouvements respiratoires peut être facilement mesurée, elle peut être augmentée ou au contraire ralentie. L'amplitude des mouvements peut être normale, elle peut être diminuée, on va en voir des exemples sur la diapositive suivante. Elle peut être nulle, en ce moment-là on appelle ça une apnée, ou elle peut être augmentée quand on hyperventile. Et puis le rythme peut être normal, tout à fait régulier, éventuellement entrecoupé de soupirs. Il peut y avoir d'autres rythmes réguliers comme la respiration périodique qu'on verra après. Il y a un certain nombre d'affections, par exemple métaboliques, où il y a une respiration qui est très particulière. Et puis la respiration peut être complètement irrégulière, anarchique, comme par exemple au cours de la parole. Vous avez là 4 exemples. En A, vous avez un rythme normal qui est bien régulier, avec au milieu un soupir, un cycle respiratoire plus important, suivi d'une petite pause. En B, vous avez une hyperventilation très régulière, comme par exemple quelqu'un qui est en train de faire une course à pied. En C, vous avez l'exemple d'une apnée, c'est-à-dire les mouvements respiratoires s'interrompent complètement, donc il n'y a plus de mobilisation de la cage thoracique. Et puis en D, vous avez ce qu'on appelle la respiration périodique. Donc vous voyez que c'est très régulier. C'est pas pour rien que ça s'appelle respiration périodique, mais vous voyez que par rapport au rythme A, c'est tout à fait différent. Donc il y a une augmentation progressive de l'amplitude des mouvements, puis une diminution progressive avec une courte apnée. C'est quelque chose que l'on voit en altitude ou dans l'insuffisance cardiaque. Alors, comment est produit le débit aérien qui va permettre à ce cycle respiratoire de s'installer.
L'air entre et sort des alvéoles de manière complètement passive en réponse au gradient de pression entre l'air extérieur et les alvéoles. Et l'air, que ce soit dans les poumons ou dans l'atmosphère, se déplace toujours d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Donc l'air va se déplacer de manière purement passive en fonction de ces gradients de pression, mais bien entendu, les variations de pression, elles, vont se faire de manière active. Alors, quelles sont les pressions dont on parle ici ? C'est la pression atmosphérique, à laquelle on a déjà fait allusion, et la pression alvéolaire. En physiologie respiratoire, on estime que la pression atmosphérique est constante. Bien entendu, elle n'est pas constante d'un jour à l'autre. Si vous regardez la météo, vous verrez que la pression atmosphérique peut varier. On considère qu'elle est à peu près de l'ordre de 760 mm de mercure, soit à peu près 100 kPa. En physiologie respiratoire, cette pression atmosphérique est la pression de référence. Toutes les autres pressions sont exprimées par rapport à elle. Donc on exprime cela en disant que la pression atmosphérique est nulle. La pression atmosphérique n'est pas égale à 0. Je viens de vous dire qu'elle est de l'ordre de 100 kPa, mais c'est notre pression de référence et toutes les autres sont calculées par rapport à cette pression de référence. On l'appelle aussi la pression barométrique, PB. À côté de ça, on a la pression alvéolaire. C'est la pression qui va régner à l'intérieur des alvéoles et c'est elle qui va varier au cours du cycle respiratoire. La pression atmosphérique, elle est constante. En tout cas, sur l'espace d'un cycle respiratoire, la pression atmosphérique est constante. C'est la pression alvéolaire qui va varier au cours de l'inspiration et de l'expiration. Cette pression alvéolaire, elle va varier sous l'effet des variations du volume pulmonaire. Et on appelle cette pression P alvéolaire ou P grand A. On y reviendra quand on étudiera la pression des différents gaz. Alors, comment est-ce que cette pression alvéolaire va pouvoir varier ? Eh bien, la loi de Boyle-Mariotte dit qu'à température constante et dans un espace clos, la pression qui règne à l'intérieur de cet espace est inversement proportionnelle à son volume. Donc, si on augmente le volume de cet espace, ça va avoir comme conséquence de diminuer la pression. À l'inverse, si on diminue le volume, eh bien, cette diminution du volume va induire une augmentation de pression. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça à l'appareil respiratoire ? On est ici au repos, avec à l'extérieur du système respiratoire une pression atmosphérique, à l'intérieur la pression alvéolaire. Au repos, il n'y a pas de débit aérien, on est entre une expiration et l'inspiration suivante. La pression atmosphérique est égale à la pression alvéolaire et il n'y a pas de débit. L'étape suivante se passe quand les muscles inspiratoires se contractent. La pression atmosphérique reste la même, mais la contraction des muscles inspiratoires va augmenter le volume pulmonaire, ce qui va avoir pour conséquence de diminuer la pression alvéolaire, qui sera inférieure au niveau où elle était au repos. La pression alvéolaire étant inférieure à la pression atmosphérique, eh bien l'air va avoir tendance à se déplacer selon le gradient de pression, de la pression la plus haute, la pression atmosphérique, vers la pression la plus basse, la pression alvéolaire, et ça va permettre d'avoir un débit d'air vers les alvéoles. À la fin de l'inspiration, en tout cas en situation calme, la contraction musculaire s'interrompt et la cage thoracique va reprendre son volume de départ, le volume pulmonaire va diminuer, ce qui va induire une augmentation de la pression alvéolaire. La pression alvéolaire va devenir supérieure à la pression atmosphérique et l'air va passer des alvéoles vers l'extérieur. On se retrouve ensuite dans la première situation où les deux pressions sont égales, il n'y a pas de débit, on est au repos à la fin de l'expiration. Un petit rappel sur le lien entre la contraction des muscles inspiratoires et l'augmentation du volume pulmonaire. Les muscles inspiratoires sont insérés sur la cage thoracique. Lorsqu'ils se contractent, ils vont entraîner une augmentation du volume de la cage thoracique. Et si cette augmentation du volume de la cage thoracique induit une augmentation du volume pulmonaire, c'est grâce à la plèvre. Vous vous rappelez que la plèvre a deux feuillets, un feuillet pariétal qui est accolé à la cage thoracique et un feuillet viscéral qui est intimement lié au parenchyme pulmonaire, ainsi que c'est représenté à gauche. Il est impossible de décoller la plèvre viscérale du parenchyme et donc cette plèvre est tout à fait à côté des alvéoles. Quand les muscles
inspiratoire déplace la cage thoracique, il déplace forcément la plèvre pariétale qui lui est accolée. Entre les deux feuillets de la plèvre, il règne une pression négative qui maintient les deux feuillets pleuraux collés l'un à l'autre. Et donc, le déplacement vers l'extérieur de la plèvre pariétale va entraîner un déplacement identique de la plèvre viscérale. Et la plèvre viscérale étant intimement liée aux alvéoles sous-jacents, cela va les attirer aussi vers l'extérieur et augmenter le volume pulmonaire. Revoyons les différents événements qui se déroulent au cours d'un cycle respiratoire pendant l'inspiration puis l'expiration. On a ici schématisé un sujet qui respire par un appareil qui permet de mesurer le volume pulmonaire en haut. Alors ici, le volume pulmonaire, la figure était comme ça, le volume pulmonaire augmente quand la courbe descend vers le bas. On peut aussi mesurer la pression pleurale, la pression qui règne entre les deux feuillets de la plèvre. On peut mesurer le débit d'air qui rentre ou qui sort des poumons. Là, quand le débit rentre vers l'intérieur des poumons, c'est une convention, mais il est noté comme étant négatif. Vous voyez que ça va de 0 à moins 5 litres par minute. Et lorsque l'air ressort des poumons, il est noté comme positif. On aurait pu avoir la convention inverse. Et puis on peut estimer la pression alvéolaire. Vous allez le voir de la même manière. Pression alvéolaire négative. Et puis enfin, on peut suivre l'évolution de la pression alvéolaire au cours du cycle respiratoire. On a noté aussi en rouge l'activation du diaphragme qu'on peut obtenir avec un électromyogramme. Et vous voyez que le diaphragme est actif pendant l'inspiration et en tout début d'expiration. Alors, à l'inspiration, le premier phénomène qui se passe est la contraction des muscles inspiratoires, essentiellement du diaphragme, mais aussi parfois des intercostaux externes ou des muscles inspiratoires accessoires. Ceci permet, grâce à l'insertion des muscles inspiratoires, d'augmenter le volume de la cage thoracique. Comme je vous l'ai expliqué, l'augmentation du volume thoracique entraîne une attraction du feuillet pariétal de la plèvre et cela va entraîner une diminution de la pression négative qui règne entre les deux feuillets pleuraux. Donc la pression pleurale diminue. Vous voyez là qu'elle est négative au repos, à peu près moins 5 cm d'eau, et en fin d'inspiration, une inspiration de repos, elle atteint moins 8 cm d'eau environ. Le fait que cette pression pleurale diminue va attirer le feuillet viscéral de la plèvre, donc va attirer les alvéoles et va conduire à une expansion pulmonaire, donc une augmentation progressive du volume pulmonaire comme on le voit sur la première courbe du graphique. Cette expansion pulmonaire va diminuer la pression alvéolaire devenant inférieure à la pression atmosphérique, on va avoir un débit aérien vers les alvéoles. Au cours de l'expiration, on a le phénomène inverse. Les muscles inspiratoires interrompent leur activité, ils se relâchent. Cela va avoir comme conséquence de diminuer l'expansion de la cage thoracique, de diminuer le volume thoracique. La pression pleurale va retourner à sa valeur de base de repos, d'environ moins 5 cm d'eau. Ceci va avoir l'effet exactement inverse de ce qu'on a vu pendant l'inspiration, avec une diminution du volume pulmonaire. Le volume pulmonaire diminuant, la pression alvéolaire va augmenter. La pression alvéolaire étant supérieure à la pression atmosphérique, l'air va se déplacer des alvéoles vers l'extérieur. Nous allons donc maintenant voir les volumes et les capacités pulmonaires. Tous ces mouvements gazeux thoraciques, inspiratoires et expiratoires, donc le fait que l'air pénètre dans le poumon pendant l'inspiration et expulsé pendant l'expiration, va constituer la ventilation pulmonaire. Au repos, on a un certain volume d'air qui est d'abord inspiré puis expiré, et si la respiration est très calme, très régulière, ce volume est stable. Mais pour pouvoir adapter la ventilation pulmonaire aux besoins de l'organisme, l'amplitude de ces mouvements va pouvoir être variable. Donc en cas de besoin, par exemple au cours de l'exercice ou en cas de fièvre, un volume supplémentaire va pouvoir être inspiré et expiré, soit cycle par cycle, au coup par coup. Si par exemple on pousse un soupir ou si on a besoin de piquer un sprint, l'amplitude des mouvements thoraciques va être variable sur une période très courte. En revanche, si on a de la fièvre avec un métabolisme élevé, on a besoin d'apporter plus d'oxygène et d'éliminer plus de CO2 vers les cellules, eh bien l'amplitude de ces mouvements thoraciques va être augmentée de manière plus continue.
Mais au cours de cette étape de ventilation pulmonaire, on va pouvoir voir que la totalité du volume contenu dans les poumons ne se mobilise pas. Et en fait, on décrit des volumes pulmonaires qui sont mobilisables et un volume qui est non mobilisable. On va voir ceci en détail. Pour mesurer les volumes pulmonaires, il y a plusieurs méthodes. Là, je vous ai représenté la méthode de la spirométrie qui permet de bien se mettre en tête la distribution des volumes pulmonaires. Le sujet est relié à une cloche. Il ne respire que par la bouche. Le sujet est donc relié par un circuit respiratoire à une cloche qui flotte sur de l'eau. Et cette cloche est reliée à une poulie. La poulie va permettre à un petit stylet de monter et descendre en fonction des mouvements de la cloche, et le stylet est en contact avec une bande de papier qui tourne, et donc les mouvements respiratoires vont s'inscrire grâce à ce stylet. Quand le sujet inspire, la cloche va descendre, le stylet va augmenter et va nous donner un mouvement vers le haut d'inspiration. Quand le sujet expire, l'air revient dans la cloche, soulève la cloche et le stylet va s'abaisser, donnant un tracé vers le bas qui montre le volume expiratoire. Et on va avoir au cours de la ventilation une inspiration, une expiration, inspiration, expiration. Et bien sûr, comme tout ça est calibré, on va pouvoir mesurer le volume inspiré, qui va être le même bien sûr que le volume expiré, et on va pouvoir faire varier l'amplitude de ces mouvements pour décrire un certain nombre de volumes pulmonaires. Ces volumes pulmonaires sont notés ici, on va les passer en revue. On a d'abord le volume courant, qui est le volume de base auquel on respire, le volume de réserve inspiratoire, le volume de réserve expiratoire et le volume résiduel. On va détailler tous ces volumes dans les diapositives suivantes. Et puis on peut aussi associer différents volumes entre eux de manière à décrire des capacités. Une capacité pulmonaire, c'est la somme de plusieurs volumes. Alors le premier volume est le volume courant. Sur ce graphique, on fait respirer le sujet au repos, régulièrement, calmement, pendant ici 4 cycles respiratoires. Ensuite, on lui demande de vider ses poumons à fond, puis d'inspirer à fond et de reprendre une ventilation régulière. Eh bien, le volume courant est le volume mobilisé au cours d'un cycle respiratoire. Celui-là, on peut le mesurer de manière tout à fait simple. Il est souvent écrit en abrégé VT, pour l'anglais de tidal volume. Donc ce volume courant, c'est le volume qu'on va mobiliser pendant un cycle respiratoire. Bien entendu, le volume inspiré est égal au volume expiré. Donc là, je vous donne un ordre de grandeur. Bien entendu, encore une fois, il ne faut pas apprendre ce chiffre par cœur. Chez un adulte au repos de taille moyenne, ce volume courant est de l'ordre de 500 ml. Mais bien entendu, ce volume va varier en fonction de la taille, du sexe, etc. Après le volume courant, nous avons le volume de réserve inspiratoire, qui lui est aussi directement mesurable. C'est le volume que l'on peut inspirer à la fin d'une inspiration normale. Chez l'adulte au repos, il est de l'ordre de 2,5 litres à 3 litres. Bien entendu, si vous augmentez votre volume courant parce que vous êtes en train de courir, ce volume de réserve inspiratoire va diminuer d'autant. Donc le volume de réserve inspiratoire, c'est le volume que l'on peut inspirer à la fin de l'inspiration précédente. À l'inverse, on a le volume de réserve expiratoire qui est lui aussi directement mesurable et qui est le volume que l'on peut expirer à la fin d'une expiration de repos. Quand vous revenez à votre état de repos à la fin d'une inspiration normale, eh bien vous pouvez encore expirer un certain volume. Chez un adulte au repos, il est de l'ordre d'1 litre. Et puis, il y a ce fameux volume résiduel qui est le volume pulmonaire qui se trouve dans la cage thoracique à la fin d'une inspiration forcée. Par définition, puisque c'est le volume qui se trouve une fois que le sujet a fait l'expiration la plus forte qu'il pouvait, ce volume résiduel ne va pas pouvoir être mobilisable. Donc il faudra le mesurer de façon indirecte. Il y a plusieurs façons de faire. Chez un adulte normal qui n'a pas de pathologie respiratoire, ce volume résiduel est de l'ordre de 1 litre. Vous voyez ici sur cette radiographie de poumon, on a demandé au sujet de faire une expiration forcée, de vider tout l'air qu'il avait dans les poumons, et il reste quand même de l'air que l'on voit ici en noir, qui représente le volume résiduel.
Par définition, si on n'a pas d'autre façon de mesurer les volumes qu'en connectant le sujet à un spiromètre, comme je vous ai montré tout à l'heure, eh bien on ne va pas pouvoir mesurer ce volume résiduel. Il faut trouver une autre façon indirecte de le mesurer. Alors, les capacités sont des sommes de volumes. La capacité vitale, c'est la totalité des volumes mobilisables. Donc, puisque c'est la somme des volumes mobilisables, elle est directement mesurable. Et elle est la somme du volume de réserve expiratoire, du volume courant et du volume de réserve inspiratoire. Donc si vous associez les chiffres que je vous ai donnés pour les différents volumes, vous voyez que la capacité vitale d'un adulte au repos est de l'ordre de 4 à 4,5 litres. La capacité résiduelle fonctionnelle est un volume pulmonaire très important parce que c'est ce que l'on appelle le volume pulmonaire de repos. C'est le volume qui règne dans les poumons à la fin d'une expiration normale. Cette capacité résiduelle fonctionnelle est égale à la somme du volume résiduel et du volume de réserve expiratoire. Puisque la capacité résiduelle fonctionnelle contient le volume résiduel, on ne peut pas la mesurer de façon directe et il faut avoir recours aux mêmes méthodes que celles qui permettent de mesurer le volume résiduel. Chez un adulte au repos, elle fait environ 2 litres. Et enfin, la capacité pulmonaire totale est la somme de tous les volumes pulmonaires, le volume résiduel, plus le volume de réserve expiratoire, plus le volume courant, plus le volume de réserve inspiratoire. Une autre façon de l'exprimer, c'est de dire que c'est la somme de la capacité vitale, l'ensemble des volumes mobilisables, et du volume résiduel, le volume non mobilisable. Puisque la capacité pulmonaire totale contient le volume résiduel, elle non plus, elle ne peut pas être mesurée de manière directe. Chez un adulte au repos, elle est de l'ordre de 5 litres. Alors, ces volumes et capacités pulmonaires, ils sont mesurés de manière routinière au laboratoire d'exploration fonctionnelle respiratoire. Leur valeur n'est pas fixe, c'est pour ça que je vous ai donné simplement un ordre de grandeur, et leur valeur va varier en fonction de l'âge, du sexe, de la taille et de l'origine ethnique. Et donc, ces volumes et capacités pulmonaires, on les exprime bien entendu en litres ou en millilitres, en valeur absolue, mais surtout on les exprime en pourcentage d'une valeur théorique pour un sujet de tel âge, tel sexe, telle taille, telle origine ethnique. Et de cette manière-là, on peut comparer les valeurs du sujet face à une norme de référence qui tient compte de ces différents facteurs. Un sujet qui ne veut pas ou ne peut pas faire les manœuvres que l'on lui demande de réaliser, inspirer à fond, expirer à fond, ne pourra pas permettre une mesure correcte des volumes pulmonaires. Donc en résumé, les volumes pulmonaires et la fréquence respiratoire sont variables en fonction des besoins. Les mouvements d'air se font grâce aux variations de pression alvéolaire et à l'inspiration, la pression alvéolaire diminue grâce à la contraction des muscles inspiratoires. La pression alvéolaire va augmenter à l'expiration de manière purement passive grâce au relâchement des muscles inspiratoires et puis en condition d'hyperventilation grâce à la contraction des muscles expiratoires.